Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Interséance, un podcast où on débat, réfléchit et partage autour d'un film qui a marqué le mois. Et pendant que la France traverse une crise politique majeure, nous, on consomme goulûment notre déni de la réalité. Alors, on va au cinéma voir Pierre Ninet faire des trucs. Et après le docteur juif Yves Saint-Laurent ou un réel loser dans Fiasco, le petit Ninet, il a voulu s'acheter une street cred. Faut le comprendre, il en a marre d'être H24 comparé à François Civil, le top 1 BG français. Et il s'y est pas pris à moitié le Pierrot, car il s'attaque aujourd'hui à un monument de la littérature française, le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Bonjour tout le monde, comment est-ce que ça va ? Comment ça va Léa ? Ça va très bien. Comment Merci. ça va Tanguy ? Ça va. Et On est content d'être ici. Ouais, il y a un Axel Sauvage qui s'est perdu au fin fond là. Bonjour à tous, je suis très heureux de revenir. J'ai l'impression que ça fait 2 siècles que je ne suis pas revenu. T'étais pas là le dernier, t'étais là celui d'avant. Ça fait donc 2 mois, pas 2 siècles. Ouais, c'est quoi C'est pareil. 2 siècles, c'est quoi C'est quoi ? C'est le temps de voir Napoléon au pouvoir, puis ensuite Macron, quoi. C'est Ouais, pas c'est non vrai, plus. finalement. Oh là là, Ça va vite, hein. ça va être très dur. On va faire aucune blague politique pendant cet épisode. Je vous préviens, on fait aucune C'est trop blague. tard. C'est trop tard. En plus, je me suis fait une liste de blagues à faire. Ça va, c'est parti en J'ai couille. une porteuse de micro aujourd'hui, c'est vraiment sympa. Ouais, faut savoir. Là, t'as vraiment un cosplay. T'as une porteuse de micro et t'as des lunettes. On dirait vraiment que t'es une rosta. Et ma porteuse de micro actuelle, elle est vraiment habillée comme Batman. Et j'adore. Je savais pas que Batman portait des robes, mais Ouais, c'est en quelque sorte un peu. Oui, en quelque sorte, ouais, la cape, tout ça. Qui est-ce que vous ? Je sais pas. Axel a réussi à parler de Batman en moins de 2 minutes. Tu rigoles, mais je pense qu'on peut avec ce film. Pour ça, mais oui, c'est vrai. Complètement avec C'est ce vrai. film. Batman va revenir. En plus, moi, oui, j'avais prévu d'en parler. En plus, pareil. Le sujet Batman va revenir. Ça va revenir. Mais bon, après les 3 Mousquetaires, chapitres 1 et 2 sortis l'année dernière, le Comte de Monte Cristo poursuit la volonté de Pathé de produire des blockbusters français. Encore une adaptation de Dumas, ici avec un budget de 43 millions de balles. Et alors que les 3 Mousquetaires 1 et 2 n'avaient pas été autant rentable qu'espéré, le Comte de Monte Cristo, lui, démarre très fort avec près d'1 million d'entrées en 4 jours. Alors, ça y est, Pierre Ninet est-il devenu ce mâle sigma dominateur ou est-ce le plus gros pétard mouillé de l'année ? Attention, spoiler. La prochaine fois, je le fais. On répond à ça après la bande-annonce. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous ? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi ? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme ? Eh bien, notre grande habitude, on commence avec un petit tour de table déjà de mise en contexte de Monte Cristo. J'aimerais déjà commencer par vous. Qu'est-ce que vous attendiez quand vous êtes allé voir le film ? Quel est votre rapport à Monte Cristo ? Et aussi un petit peu vite fait votre rapport aux 3 Mousquetaires, puisque c'est à peu près le même projet global. Tanguy, est-ce que tu as envie de commencer ? Absolument pas, mais je vais le faire. Ça va être terrible parce qu'en vrai, techniquement, je n'ai aucun rapport avec Monte Cristo. Je n'ai jamais lu le livre, contrairement aux 3 Mousquetaires que j'avais lus. Et du coup, je ne connaissais pas. Si, mais non, bah, ce que j'attendais en tout cas de ce film, c'est que disons que j'étais très déçu, notamment par la partie 2 des 3 Mousquetaires, qui est, comment dire, en fait, juste un téléfilm un peu cher. C'était pas Très bien, cher. C'était moche, illisible. Un ouais. téléfilm un peu cher. Et non, j'abuse pas. Comparé à ce qu'il y a là, je suis désolé. Je vois beaucoup plus. Enfin, un truc plus recherché là que ce qu'on avait pour être mousquetaire. Puis ils ont rendu ça comme c'était un peu le renouveau des blockbusters français en réadaptant des œuvres connues du pays. Ça veut dire ce que je veux dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Bah, des grandes, Wow. des grandes mythologies de la culture française, et pour l'instant, Voilà. c'est que du Alexandre Dumas parce que c'est un peu le plus. Et du coup, L'auteur plus blockbusters. bah, c'est ça, c'est les. C'est une bonne idée, c'est sur le les, papier. ça doit être les romans d'aventure / KPP les plus connus, je pense, en France. Sachant que, Si ce n'est que pas- ce soit pour le Comte de Monte Cristo ou pour les 3 Mousquetaires, il y a une adaptation tous les 10 ans à peu près de cette saga. Il y en a eu avec Depardieu, Cette le saga. Comte de Monte Cristo il y a 10 ans. Et à l'international en plus. Et oui. Pas qu'en France. Alors, bizarrement, fun fact, il y a beaucoup de mangas, le Comte de Monte Cristo. Et les mangas, il y a des mangas sur les Misérables. Mais il y a non, tout, en fait. Il y a particulièrement un le jeu Comte- de combat, il y a un jeu de con- combat sur les Misérables en Par mode contre, faut japonais, je vous le vraiment recommande. que tu Il y a parles dans le Mecha Jean Valjean, je Prends le déconne micro. pas. Non, mais je vais m'adapter, c'est juste. Ça. Je peux juste finir mon truc en Vas-y, vitesse. vas-y. Et du coup, bah, en voyant l'annonce Comte de Monte Cristo avec, comment dire, vraiment la même typo, le même style d'affiche et projecteur, je me suis dit, bah, je suis un peu moins chaud par ce projet de revitaliser
ce cinéma. Et finalement, par bouche-oreille depuis que c'est sorti à Cannes, apparemment le projet était plutôt bien. Donc j'attendais de voir ce que ça allait. Léa, toi, t'en penses quoi de l'œuvre du film sur des œuvres de Dumas? Et je parle pas français. Alors, Les Trois Mousquetaires, c'est vrai que c'était un peu décevant. Après, Alexandre Dumas, j'ai lu un peu des extraits comme ça de l'œuvre, mais je connais pas non plus très très bien. C'est pas mon auteur favori, donc voilà. Si t'as pas lu, ça peut pas être ton auteur favori. Ouais. Et sinon, j'attendais pas spécialement la sortie du film, mais je suis quand même contente qu'on réadapte de grands auteurs et qu'on redonne de la place à des grands romans. Merci beaucoup, Léa. Ça fait sens, hein. Continuons. Ça fait sens, hein. Bah oui, ça fait sens. Ça fait sens. C'est ce que tu dis, fait sens. Oui. Je pense qu'on est tous d'accord à peu près là-dessus. Et moi, Moi, ça me pète les couilles, non? Moi, je veux voir Netflix. Je n'ai lu aucune des œuvres de Alexandre Dumas. Je suis un culte, je ne suis pas allé à l'école. Ne me jugez pas. Non, j'ai rien lu d'Alexandre Dumas. Je sais juste que c'est un putain de monstre. Du coup, je me suis renseigné un petit peu sur lui, bien sûr, après Les Trois Mousquetaires et encore une fois ici, après ce film sur Monte Cristo. Mais non, moi, je suis juste très friand de voir ces choses-là. C'est des grandes histoires françaises. Alors, pas que ce soit la vraie histoire française, mais des grandes mythologies. C'est ça, des grands romans français. Les voir adaptés au cinéma français, moi, je trouve que c'est génial. C'est une très bonne démarche. Après, oui, est-ce qu'il faut bien le faire? Je pense. Mais on aura le temps d'en parler juste après. On aura le temps d'en parler. C'est vrai que Les Trois Mousquetaires puis Le Comte de Monte Cristo, ça venait du coup d'une initiative de Pathé post-Covid où justement il y avait une baisse énorme d'entrée dans les salles, parce que le cinéma était fermé. Et pour la réouverture, ils voulaient mettre en place du coup des grands blockbusters français avec plus de fonds privés à réinjecter du coup dans ce cinéma-là. Et en effet, il y a eu énormément d'argent qui ont été injectés dedans. Donc les Trois Mousquetaires 1 et 2, c'était 33 millions chacun. Et là, c'était 43 millions. 43 si je dis pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais, 43 là, millions. c'est bien utilisé. Pardon, je vais continuer. Oui, c'est on mieux comprend utilisé. mais oui, c'est on y va petit à petit, j'ai dit. Oh, mais oh. C'est toi qui étais en train de dire quoi que tu te fous de ma gueule. C'est pas faux ce que j'ai dit. Oui, je me fous un peu de ta gueule, mais c'est rigolo. Mais justement, étape par étape, c'est comme ça qu'il avait injecté. Et les Trois Mousquetaires 1 et 2, du coup, comme je le disais dans l'intro, n'avaient pas eu autant de succès qu'escompté. Ils sont à peu près rentrés dans leur budget, mais ça n'a pas été des énormes succès, ça n'a pas énormément marché. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'ils n'ont fait qu'un seul film là pour Le Comte de Monte Cristo, parce que souvent franc, pour cette histoire-là, ils auraient pu en faire 3 ou 4, ça aurait pu marcher aussi. Oh, putain. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. Le livre en fait fait à peu près 1300 pages, donc c'est vraiment un gros bébé. Mais du coup, moi à la base, j'avais plutôt bien aimé Trois Mousquetaires numéro 1. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de promesses, mais que ça allait pas au bout. Et le 2, c'était la déception. C'était terrible, le 2. C'était la déception. Mais écoutez notre podcast sur les Trois Mousquetaires partie 2 qui était sorti maintenant il y a 6-8 mois. C'était l'année dernière. C'était quand? C'était il y a longtemps. Il y avait la partie 2? Oui, on a fait la partie 2. J'étais là? Non. Non. Ok, c'est pour ça. Bon, continuez. Je vous laisse continuer de parler. Et on arrive du coup là justement avec cette nouvelle promesse, avec du coup cette fois-ci c'était pas réalisé par Martin Bourboulon qui avait réalisé les 2 premiers, là c'est réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Intéressant, c'est leur 2e réalisation aux 2 bonhommes, et c'est eux aussi qui avaient écrit les 2 premiers Les Trois Mousquetaires, le 1 et 2. Et c'était plutôt intéressant parce qu'en effet, ce qu'on peut remarquer, c'était quoi qu'est-ce qui nous avait marqué dans Les Trois Mousquetaires partie 1 et partie 2? Moi, ce qui m'avait marqué, c'était à la fois l'étalonnage vert-pisse, brun. C'est que c'est même pas une question d'étalonnage, c'est que c'est un peu le cliché dans beaucoup de films d'époque tombe, c'est de rester sur une espèce de truc très marron, très jaune, très sombre. Et ce que je trouve ce film-là ne fait pas, est justement beaucoup plus pétant. Mais dans le premier quand même, on avait ce truc où il y avait cette espèce d'étalonnage qui était assez moche quand même, ou disons un peu trop présent. Il n'y avait pas trop de nuances de couleurs, on restait dans les mêmes tons. Et puis aussi cette façon de filmer l'action avec des caméras à l'emporter qui allaient essayer de se rapprocher, où on n'y comprenait que dalle. Illisible, complètement illisible. Donc voilà, mais en même temps, il y avait des décors phénoménaux, il y avait des costumes phénoménaux. Oui, toujours. Phénoménaux, ouais, c'est ça. AUX. Ouais. Et qui était quand même, il y avait une ampleur, on sentait, mais quand même, il y avait beaucoup de choses à travailler. On sentait que c'était encore assez frileux. Et en même temps, Martin Bourboulon et même Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, ce ne sont pas des réels qui, par le passé, se sont illustrés par des grandes illustrés tout court.
Ou ce soit, non, t'as raison. Ils avaient Alexandre et Mathieu. Je suis extrêmement méchant, je suis désolé. Non, je mais vois ça avec vous, les gars. Ils ont juste réalisé Le Prénom il y a quelques années, puis après ils ont tous Le Prénom, ouais. Avec Patrick Bruel. Oui. Ah, ok. Des J'ai rien dit, je vous aime bien, les gars. Pièce de Je théâtre. vous aime beaucoup. Qui a eu plusieurs pièces de théâtre, c'est vrai. Et donc ils ont pas, voilà. Donc c'est une première pour eux de réaliser quelque chose d'aussi énorme. Peut-être qu'ils auraient pu le filer à quelqu'un d'autre. Mais maintenant qu'on a fait un petit peu tout cet état des lieux de où est-ce qu'on vient, et on arrivait avec toutes ces informations-là. Le film est passé à Cannes. Il y a eu des très bons retours et il est sorti en salle et les premiers retours ont été géniaux et j'ai dit il fait un nombre d'entrées génial. Bon, je peux dire que c'est un peu de la triche parce qu'en réalité le film quand même est sorti en pleine fête du cinéma à la place à 5 €. Donc quand ils disent que le film a fait 1 million d'entrées, c'est incroyable, c'est énorme, oui c'est très bien, mais il a fait 1 million d'entrées pendant la fête du cinéma, et ils l'ont sorti en plus le vendredi au lieu du mercredi. Donc ils ont quand même bien calculé leur coût à la sortie. Donc voilà, on se calme avec les chiffres, ça veut trop et rien dire. Mais bon. C'est lui en début de podcast qui disait il a déjà fait 1 million d'entrées. Et là, non, mais... Ah oui, mais parce que c'est les informations qu'on a. Et puis après, moi, j'apporte de la nuance. En fait, j'apporte de la nuance. C'est normal, ils forcent leur pub là-dessus, c'est normal. Hein. Bah, évidemment que c'est normal. Maintenant qu'on a fait notre petite mise à jour de où est-ce qu'on en était avant que le film n'arrive en salle, je pense que c'est le moment quand même de donner un petit peu nos avis à chaud. Alors vas-y, en quelques mots, de façon assez brève, j'aimerais qu'on fasse notre petit tour de table habituel de nos avis. Axel, est-ce que tu as envie de commencer ? Mais bien sûr. Eh ben moi déjà quand je sors du film, en fait quand je sors de la salle, j'ai une sensation d'être vraiment satisfait de ce que j'ai vu, l'impression d'avoir vu un film qui se tient de A à Z, et encore plus que les deux films auxquels on va beaucoup le comparer, que sont Les Trois Mousquetaires, que j'avais trouvé relativement réussi pour le premier. Le deuxième partait un petit peu n'importe où et savait pas de quoi il parlait, mais voilà, je trouve que ce film se tient encore plus que ses prédécesseurs pour plusieurs raisons auxquelles moi je suis assez sensible. Et pour moi la première raison, elle est technique. Je trouve la photographie très réussie et surtout en adéquation avec les propos de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle va être super variée. Au début, on le sait, c'est hyper pétant, c'est plein de couleurs et tout ça. Et ça va avec en fait le propos du début, le Edmond Dantès qu'on connaît au début. Toute la photographie en fait va le suivre au long du film. Elle va transiter petit à petit dans du sombre, dans du désaturé, à du faible contraste. Et en fait, on sent qu'il y a une intention de photographie qui dénote de certaines grosses productions qui parfois peuvent juste veiller à en fait faire du fonctionnel à chaque scène. C'est-à-dire que on va faire en sorte que ce soit joli à chaque scène sans forcément penser l'entièreté du métrage. Là, on sent que c'est présent, on sent que c'est réfléchi. Et c'est du coup une très bonne chose, et ça s'étend aussi en fait à la direction artistique en général. Bon, on va dire que les décors sont incroyables, ça c'est sûr, mais bon, on va pas dire qu'ils évoluent pour autant tout au long du film. Mais ils sont tout bonnement incroyables. Mais ce qui va vraiment suivre l'idée de la photographie qui va être en adéquation avec le propos, c'est les costumes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais même dans les costumes, principalement sur le personnage de Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo, ils vont s'assombrir aussi au fur et à mesure du film, avec le passage un peu dans le côté obscur de Edmond Dantès. Même ça va, tu vois, toute cette direction artistique va vraiment suivre tout le propos du film, et je trouve que c'est génial. Et pour revenir à la photo, je trouve que le meilleur exemple de tout ça, c'est quand même l'une des scènes finales, le combat à l'épée entre Pierre Ninet et Bastien Bouillon. Ah oui. La photographie de cette scène-là, beaucoup vont peut-être dire que c'est flat, c'est pas intéressant. Moi, je la trouve super intéressante parce que on va chercher plein de nuances dans les zones sombres, dans les zones claires, mais ça va donner cette image décontrastée, désaturée, comme si tout avait perdu de son écclat. Tu parles du moment où ils sont à l'extérieur et oui, c'est ça, le dernier combat à l'épée, effectivement. C'est vraiment, t'as l'impression qu'on arrive à à l'apogée de tout ce qui avait été présenté dans la photographie du film. Là, on arrive vraiment au moment où plus rien n'a de vie, plus rien n'a d'éclat. Et en fait, je trouve que ça a créé une palette tout au long du film qui a beaucoup de sens. On est passé du très coloré, du très vif, de l'éclatant au terne, en fait. Et pour moi, vraiment, l'apogée de ça, c'est vraiment cette scène-là que je trouve, en termes de photographie, encore une fois, vraiment très fidèle à ce que raconte le film. J'ai trouvé ça génial. Le combat en lui-même est peut-être un peu moins intéressant, un peu frustrant, mais je peux comprendre l'idée de le rendre très réaliste. C'est une idée de mise en scène que je respecte. C'est très réaliste, pourquoi pas. Moi, j'étais un petit peu frustré. On se fait peut-être quand même un petit peu chier. Oui. En avis en bref, on passe à Léa. Ok.
Alors, pour ma part, j'ai passé un très bon moment et je pense que c'est une très bonne adaptation. Il y a beaucoup de points très positifs pour le film. Il est clair aussi que, comme on le disait tout à l'heure, le cinéma français peut retrouver un souffle grâce à un retour à des adaptations de grands auteurs et aussi à la mise en scène de grands héros. Mais malgré les éloges que le film a reçus, et notamment du public, je peine quand même à me satisfaire complètement de ce conte, du point de vue de son budget déjà qui est de 43 millions d'euros. Même si j'ai passé un bon moment, parce qu'il y a quand même certains défauts dans le film. Notamment, je trouve que les images manquent un peu d'idées, même si très globalement tout est réussi. Il y a des plans qui sont vraiment très très bien, notamment les plans d'ensemble, que ce soit sur la foule à Marseille, aussi le gros plan sur le trésor, les contre-plongées. Enfin, il y a quand même des choses qui sont super chouettes. Après, j'ai aussi vu qu'on avait pu critiquer l'usage un peu chaotique de la caméra qui bouge, mais moi, au contraire, il y a certains critiques de cinéma, je sais plus lequel, qui avait dit ça. Mais Dans Monte Cristo ou dans... Ouais. C'est marrant, ça m'a pas choqué ça. Ouais. Je me rappelle pas de shaky cam dans ce film. Disons que la caméra est souvent en mouvement, elle est rarement en pied et elle est souvent en épaule ou en mouvement. D'accord, ok. Mais il n'y a pas de grand mouvement de shaky cam. Ouais, voilà. Mais donc, je sais plus quelle critique de cinéma avait fait un peu ce reproche-là, mais moi, au contraire, ça m'a Sûrement pas... du Randall. Mais ça... Au contraire, moi, je pense que le film manque de mouvement, de dynamisme et de fougue, en fait. Et donc, le film aurait pu encore aller un peu plus loin. Et bon, ça n'a rien à voir, mais ayant vu hier la première partie du film de Napoléon d'Abel Gance, quand on est face à un tel chef-d'œuvre comme ça, qui est un film de 1927, qui a eu 13 millions de budget pour 7 heures de film, bon, alors c'était des francs et tout, mais quand même, là, je trouve que les éloges pour ce film, Le Comte de Monte Cristo, sont un petit peu exagérés. Et, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on manque vraiment de très grands réalisateurs qui soient capables vraiment de nous faire vivre un moment complètement spectaculaire, même si le film est très très bien et je lui accorde une très bonne note et vraiment j'étais très contente de le voir, mais voilà. Il y a une ampleur qui n'est pas là. Il y a une ampleur qui est pas là. Mais après, pour moi, la très grande réussite du film, c'est vraiment les costumes. Voilà. Mais alors là, dinguerie. Et plus que les décors. Parce que les décors, ce qui m'a gêné aussi, et ce qui était visible plus chez Claude Autant-Lara et le film avec Jean Marais, où là, dans ces films-là, il y avait vraiment une ampleur qui était accordée aux décors, mais dans un sens presque pittoresque, vraiment dans le sens populaire. Et là, ici, les décors, mis à part la scène, les premières scènes du port, enfin les scènes de, on va dire, de la population du côté vraiment le Marseille de l'époque ou le Paris, etc. On voit un tout petit peu. Ça fait vraiment un peu voyage sur le grand bateau. Enfin, il y a des moments. C'est ultra romantique, quoi. Voilà, enfin, mais il y a des moments où les décors sont un peu. Enfin, c'est pas qu'ils sont trop luxueux, c'est que ça perd le côté un peu historique de l'histoire, du roman. Et il n'y a pas ce côté-là vraiment populaire, historique. Et ça fait trop un peu catalogue de luxe, quoi, tu vois. Ok, Par moment, et je trouve qu'il y avait des plans aussi au drone sur la mer, et moi j'étais un peu déçue sur les plans de la mer. Et enfin, si pour faire la comparaison. La première scène ? Pas la première scène, plus après, quand il y a vraiment les grosses contre-plongées sur le bateau, enfin les vues du ciel plutôt. Quand ils arrivent au Vieux-Port ? Ouais, voilà. Enfin, tous les plans sur la mer, en fait. Moi, j'ai été déçu par tous les plans du film. Mais donc, en comparaison, je suis désolée, je compare, mais dans le film Napoléon d'Abel Gance, la mer est filmée très, très souvent. Et enfin, je veux dire, vraiment, regardez-le. La façon juste de filmer la mer, mais c'est juste absolument magistral. Et aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, alors bon, là, je sais qu'ils ont filmé en Belgique, dans le bassin, avec l'eau et tout. Mais c'est, enfin, je veux dire... Ça manque ça manque un peu de folie. Il y a des plans qui sont un peu trop sages et voilà. C'est pour mon avis, ça aurait pu être encore mieux, mais je suis contente qu'on renouvelle avec les grands auteurs et donc j'attends aussi qu'on en adapte d'autres. Merci Léa. Tanguy, à toi. Bah écoute, alors en vrai, mon avis a été un peu résumé aussi par Axel et un peu par Léa. C'est que moi j'ai quand même beaucoup aimé et ce que j'apprécie, bon, je vais encore faire de la comparaison, mais c'est que comparé à ce qu'on avait vu dans Notre Mousquetaire, il y a vraiment une volonté que
ça, on voit les ambitions du projet sont montrées directement à l'écran. C'est pas juste faut qu'on fasse absolument un truc sur Trois Mousquetaires en mode blockbuster, ça marchait. Là, en fait, tu ressens qu'il y a quelque chose qui recherche, que ce soit dans la mise en scène, comme tu disais, qui est beaucoup plus quand même. Si. Moi, je trouve qu'il y a trop peu d'idées de mise en scène. Il y a peu d'idées, mais comparé à avant, c'est beaucoup un peu plus intéressant, on va dire, un peu plus recherché. Pareil pour la lumière. Que c'est plus cohérent dans tout le film, c'est oui, vrai. Voilà, c'est plus mais cohérent. Pour autant, il n'y a pas, à la fois, donc, comme disait Léa, il manque de fou quand même dans les idées d'imagerie formelles. Et moi, je trouve aussi qu'il manque pas mal d'idées de mise en scène. Mais j'y reviendrai après. Moi. Non, il manque des idées de mise en scène, mais c'est déjà beaucoup plus cohérent du début à la fin. Pareil pour parler de la couleur en général, de la façon dont c'est éclairé, c'est aussi beaucoup plus recherché qu'un film comme Les Trois Mousquetaires. Où je suis désolé, c'était juste vraiment, ils ont mis une lutte point cube médiévale, je sais pas quoi. Je sais que c'est pas médiéval, je sais pour la blague. J'ai quand même l'impression qu'il y a une recherche quand même de essayer d'avoir une certaine esthétique. C'est pour ça que c'est quand même intéressant, tu dis que tout est un peu luxueux. Effectivement, ça peut être vu comme un problème, mais au moins ça lui donne un semblant d'identité qui est quand même intéressant. Pour moi, ce film-là va dans le bon sens. J'ai passé un bon moment. Avoir un film d'aventure comme ça en France, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu de ce niveau-là. J'ai trouvé que les acteurs étaient bons. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Donc c'est plutôt positif pour vous. C'est vraiment, je pense que c'est peut-être la première fois que vous êtes tous positifs et que moi je vais être plus négatif que vous. Non, c'est genre à chaque podcast, ça, non ? Tu déconnes, à chaque fois, moi je dis que j'adore, je kiffe. J'étais un peu négative un aussi. peu. Ouais, elle a quand même été un peu négative. Moi, à chaque podcast, je suis le mec qui dit j'adore, c'est trop bien. À tous les podcasts. Tu réécoutes tous les podcasts. Ok, t'as dit ça. Okay. Pardon. Parce qu'en vrai, moi je suis sorti vraiment avec beaucoup de frustration. Je suis vraiment sorti de la salle très frustré parce que j'étais beaucoup trop déter par le projet, je trouve. Je vais commencer par les qualités parce que je pense qu'elles doivent être relevées. Et on sent qu'il y a un budget, des moyens de créer un récit d'une ampleur phénoménale. J'ai pas lu Le Comte de Monte Cristo, mais en regardant le film, Le Comte de Monte Cristo, on sent que l'histoire derrière, on sent qu'elle est phénoménale. Ouais. On sent qu'il y a qu'elle est millimétrée, qu'elle raconte énormément de choses à de multiples niveaux. On sent que c'est pas une histoire d'un homme, c'est une fresque immense qui parle d'une époque, qui parle d'une société, qui parle de tellement plus de choses que simplement une histoire de vengeance. Mais l'histoire de vengeance en est l'âme absolue. Et je vois, en comprenant un peu l'histoire derrière, je vois à quel point ça a influencé absolument énormément d'œuvres. On va en reparler après de tout ce que ça a pu influencer, mais j'ai vu tous les récits de vengeance contemporains qu'on peut avoir. Je sens qu'ils ont tous, à différentes échelles, ils sont allés puiser dans Le Comte de Monte Cristo. On peut citer même beaucoup Old Boy. Voilà, je sais. Old Boy, justement, qui est de Park Chan-wook, exactement, qui est complètement inspiré de ce film-là. De voir que même en Corée, il y a des gens qui sont, même au Japon, du coup, vu qu'il y a eu des adaptations de Comte de Monte Cristo, on voit à quel point l'histoire, elle a une ampleur mondiale. On voit à quel point elle est importante, tout ce qu'elle raconte sur ça. Et ça, je le sens en voyant le film. Je sens qu'il y a cette envie-là derrière. Mais je le sens pas dans le film final. Je trouve que c'est mal adapté. Mais je vais aller étape par étape. Je suis frustré parce que j'avais envie d'aimer ce film. J'avais envie de kiffer devant ce film et d'avoir enfin ce blockbuster que j'avais pas eu avec Les Trois Mousquetaires, ce blockbuster français qui a une immense ampleur et qui est de l'aventure, qui est de l'action, qui est du mystère, qui est de la vengeance, qui est vraiment juste du grand spectacle avec cette ampleur qu'il y a justement dans les décors, dans les costumes, dans tout ça. Je le vois à l'image. L'image me dit à chaque seconde, il y a quelque chose d'immense que je suis en train de regarder dans l'histoire, dans les images. Moi, la première chose qui me sort tellement du film au bout de 30-40 minutes, c'est qu'il n'y a aucune mise en scène. C'est qu'il n'y a aucune mise en scène dans le film. C'est-à-dire que c'est champ contre champ, plan large, plan grue parce qu'on a de l'argent. C'est tout. Il n'y a rien d'autre dans le film. À partir de là, je m'emmerde. À partir de là, c'est pas du grand cinéma pour moi. C'est là aussi, du coup, où moi, je m'arrête à l'idée. C'est pour ça que je suis frustré. C'est que j'ai envie de voir ce genre de cinéma. Mais s'il n'y a pas derrière une vision sur ce que raconte le film, sur un point de vue sur ce que raconte cette histoire par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit, s'il n'y a pas des réalisateurs derrière qui peuvent capter par de la mise en scène l'ampleur de cette histoire-là, et ben pour moi, le film devient, en fait, et c'est le sentiment que j'ai, très plat. J'ai un sentiment global du film où c'est très plat, où tout se vaut à peu près, où il n'y a pas, et là c'est mon deuxième point négatif sur lequel on va élaborer. Pour moi, il y a des soucis vraiment juste d'adaptation et de choix de scène, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des choix qui ont été faits par rapport à ce qui devait marquer, où
Il y a des ellipses, je trouve, qui me sortent totalement. Il y a des ellipses qui se passent des moments où je refuse qu'on ne me raconte pas ça. Et en même temps, il y a des trucs sur lesquels je trouve qu'on s'étend énormément et qui sont beaucoup moins, qui m'intéressent beaucoup moins et sur lesquels j'ai beaucoup moins d'attache. Très globalement, je trouve qu'il y a trop de choses et que j'ai l'impression, à un moment, en regardant le film, que tout se vaut et que plus rien n'a vraiment d'importance. Et ouais, c'est marrant parce que autant sur la mise en scène, je vais te rejoindre, même si je trouve qu'on est un peu trop dur de nos jours avec les films d'action sur le côté champ contre champ, plan large et tout. Je veux dire, il y a de nos jours maintenant, je me rappelle pas d'un film d'action, sincèrement. Même là, si on peut peut-être dire qu'on n'est pas véritablement à 100% un film d'action, c'est vrai. Mais je veux dire, dans tout film blockbuster, je me souviens pas vraiment d'un film où, au-delà des plans majestueux, de caméras hyper virevoltantes, je me rappelle pas d'un film énorme blockbuster qui est vraiment de grosses idées de mise en scène. C'est-à-dire que des idées de mise en scène qui vient nourrir un sous-texte ou nourrir la thématique du film. J'ai aucun blockbuster en tête ces dernières années qui va proposer autant d'idées que ça. Il y a des gens, ils pourraient me parler de George Miller avec Furiosa et tout, qui est le dernier peut-être en date, où il y a vraiment beaucoup d'idées formelles, mais qui foncièrement sur le scénario, sur le sous-texte, sur la thématique, j'ai pas un moment une utilisation de personnages, de décors ou de quoi que ce soit qui vient me nourrir le sous-texte du scénario, tu vois. Moi, je trouve Furiosa, que c'est quand même Furiosa, si. On l'a dit à part Furiosa. Non, même Furiosa, je le compte dans... Parce que Furiosa, beaucoup vont comme c'est le dernier gros film d'action qui se veut avoir un point de vue, qui se veut sincère, qui se veut presque auteur. Moi, je trouve que même dans ce film-là, que j'avais plutôt apprécié, j'ai pas... Et je pense qu'on se ment un peu sur le fait de il y a des idées de mise en scène incroyables, regarde, c'est parce que en fait s'il fait ça avec sa caméra ou s'il fait faire ça au personnage, c'est parce qu'en fait ça raconte ça sur le scénario. Jamais j'ai jamais ressenti ça dans beaucoup de blockbusters récents, quoi. Wow. C'est un point de vue que c'est assez sévère, mais dans les derniers blockbusters, je suis très pas d'accord avec toi. Donne-moi un exemple. Alors moi je serais même dans content. Les John Wick, il y a eu, je trouve que justement il y a de la mise en scène par rapport à ce que raconte sur le personnage, par rapport au film d'action, où justement dans Les John Wick il va aller tout le temps dans l'action de John, le ramener et le mettre en comparaison avec plein de films d'action du passé et le mettre dans une chronologie d'ascendance de films d'action. Et le traiter du coup comme un personnage vraiment purement cinématographique, tu vois. C'est un exemple que je trouve comme ça juste en repensant à John Wick, mais il le met dans un héritage slapstick puis d'action et à travers plein de plans et à travers plein d'idées de mise en scène. Après, tu la façon narration, parce que c'était un truc que je pensais. Mais dans Furiosa, il y aurait d'autres aussi. Enfin, je comprends pas vraiment le point que tu veux amener là-dessus. Il n'y a pas de mise en scène dans le film d'action qui raconte quelque chose sur l'histoire. La mise en scène, c'est quoi la définition de la mise en scène? Normalement, la décision de la mise en scène, c'est comment, par le biais de tous les moyens qui sont mis à disposition dans un film, tu vas raconter le sous-texte ou la thématique d'un film. C'est ça la mise en scène. Ouais. Moi, c'est la définition que j'en fais, c'est la définition qu'on m'a apprise à l'école, tout ce que tu veux dans les analyses de films. Complètement, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est ça la mise en scène. Et tu dis que foncièrement, dans tous les films d'action récents, pas tous les, mais pas forcément films d'action, mais films gros blockbusters. Forcément à tendance film d'action, c'est vrai. À tendance film d'action, je me rappelle pas d'un film qui veuille vraiment utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour nourrir son sous-texte ou nourrir sa thématique, tu vois. Il y a quelques passages, effectivement, on peut dire dans le dernier John Wick avec le passage au Japon. Mais où tu vas en venir par rapport à c'est l'inverse, je suis pas d'accord. C'était juste pour revenir sur ton point, parce que là, du coup, on fait une grosse parenthèse où tu disais que il y avait pas d'idée de mise en scène dans ce film, ce qui est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je trouve que c'est peut-être un peu du nivellement par le bas ce que je fais. Peut-être que tu dis, c'est vrai, je suis d'accord, il n'y a pas trop d'idées de mise en scène dans ce film, mais autant, je trouve que dans beaucoup de blockbusters ces derniers temps, il y en a pas vraiment pour autant, tu vois. Bah, je suis ultra pas d'accord. La mise en scène comme j'en parle. Hein. Mais oui, c'est-à-dire, je te parle pas de belles idées de caméra, de plans ou tout ça. Hein. Attention. Ouais. Mais peut-être que c'est vrai que t'as raison. Je peux peut-être préciser sur un point. C'est que moi, c'est vraiment au niveau du cadrage. Ah, mais formellement, formellement, c'est différent. Au niveau formellement du cadrage. Ah oui, d'accord. Non, mais attends. Même formellement, dans ce film, il n'y en a pas. Attends. Déjà, je trouve juste, en termes de cadrage, je trouve qu'il n'y a aucune idée au sens où c'est vraiment prépa de cinéma. Le niveau de cadrage qu'il y a, que des cadres qui nous sont proposés et la mise en scène cadrée qu'il y a dans ce film.
Je trouve qu'en général, après, dans le reste, j'ai pas eu vraiment des idées de mise en scène qui m'ont dit, là, il y a une idée qui dit quelque chose de très pertinent sur le personnage. Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il n'y en a aucune. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve qu'il y en a particulièrement aucune dans ce film. Je trouve que je peux même aller plus loin. Je trouve que ce film, il démontre quelque chose. C'est à quel point on peut avoir du retard sur un cinéma américain, à quel point un cinéma américain, sur un cinéma de blockbuster, je veux dire, sur un cinéma de blockbuster américain, sur comment est-ce qu'on va aller incarner et iconiser des personnages et raconter une période de notre histoire, comment on a du retard parce que c'est un cinéma qu'on a beaucoup de mal à mettre en place. Je dis pas que c'est un point mal, c'est qu'on met du temps à le mettre en place et ça va venir par la suite si ces films ont du succès. Mais pour l'instant, je trouve qu'on a beaucoup de retard par rapport à ce genre de blockbuster. En fait, c'est vrai que c'est un gros sujet, on pourrait rester dessus pendant des heures, mais moi je trouve que le cinéma américain peut le faire à un moment, mais il a tellement de propositions différentes que le cinéma français, principalement à cause du budget, que forcément sur 100 films, sur 100 blockbusters, aux US, il y en a forcément un qui va sortir avec de bonnes idées. Nous en France on peut pas, tu vois. Mais donc c'est difficilement comparable. Pour préciser mon point, moi je suis pas du tout pour forcément qu'on fasse en France du cinéma américain. Moi je trouve qu'en France on fait des films incroyables et complètement. Oui. À aucun moment, 100% d'accord avec toi. À aucun moment je dis c'est trop bien, il faut qu'on fasse du cinéma américain, nous on fait de la merde. À aucun moment. Moi, je dis juste que sur la point de vue de blockbuster, on est très en retard. Et moi, j'ai l'impression qu'on voit quand même beaucoup la différence avec le cinéma américain, qui a du temps à rattraper. Mais moi, je me contente. Sur quel point, par exemple, tu trouves qu'on a du retard ? Je trouve sur l'iconisation d'une période, par exemple. Sur l'iconisation d'une période d'un héros et l'iconisation d'un personnage. Moi, j'ai beaucoup eu, par exemple, je me suis dit, tiens, c'est quoi la période phare des États-Unis qu'ils ont beaucoup représenté et qu'ils ont beaucoup iconisé ? J'ai pensé un peu au western, par exemple, tu vois. Et comment ils ont réussi à graver, cette période dans le cinéma, à l'iconiser absolument avec des héros, à en créer des légendes, en fait. Et comment ils ont réussi, justement, à raconter à la fois quelque chose sur une période de leur histoire qui parle de leur présent et en iconisant cet espace-là, en faisant le western, le désert est presque un espace de cinéma à part entière. Et je me disais, tiens, comment est-ce qu'en France on peut iconiser cette période-là ? Comme cette période napoléonienne, post-napoléonienne, c'est des périodes qui sont hyper importantes en France. Et comment est-ce qu'on peut les iconiser, en faire des légendes autant que le cinéma américain a pu iconiser son c'est vrai, c'est un très bon point. C'est un très bon point ce que tu soulèves. C'est vrai, c'est très pertinent. Je me pose la question, mais j'aimerais énormément. C'est très pertinent ce que tu dis, non, c'est vrai. Mais je trouve justement que ça dans Monte Cristo, j'ai envie de voir ça, je ne le vois pas, d'où ma frustration. Mais en fait, je suis assez d'accord avec toi, et ce qui manque au film, c'est vraiment le côté historique, en fait, et toute la dimension aussi sociétale de l'époque. Le principal reproche qu'on peut faire au film, en ce sens, c'est vraiment que, en fait, le film se contente de suivre le séquencier, quoi, tu vois, et de faire, de représenter les scènes principales du roman. Tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que la version avec Jean-Marie, il y a vraiment des scènes qui sont beaucoup plus intéressantes, qui sont beaucoup plus audacieuses, à la chambre des pairs, par exemple, ou enfin. Il y a des choses qui sont vraiment beaucoup mieux et qui là manquent. Mais après, il y avait aussi un autre problème, j'ai trouvé dans ce film-là, c'est aussi la question de la durée. Enfin, comment adapter un roman de plus de 1000 pages en 3 heures, 2h58 en fait. Et moi, je pense que le film aurait gagné à avoir une demi-heure de plus, justement pour s'attarder beaucoup plus sur les foules, sur sur les rues, pour donner un peu plus d'ampleur et allonger certaines scènes. Après, le début est un peu long quand même parce qu'il y a des choses qui se passent. La mise en place longtemps, il y a des trucs qui sont speedés un peu après. Voilà, mais pour illustrer ce que tu viens de dire, il y a un plan moi qui m'a pas mal marqué. C'est Danglars qui se fait voler ses bateaux par Monte Cristo quand ils sont au procès. Il veut nous comment est-ce que on nous montre le fait que Danglars se fait voler ses bateaux à la fin. Il a quand même une flotte, il a la plus grande flotte de France, il a tous les bateaux de Marseille, le gars. Et on a 2 pauvres plans sur 10 brigands qui déboulent les escaliers et on les voit arriver. Et le film, on doit supposer du coup que ces 10 brigands-là, ils ont volé tous les bateaux. Et moi, par exemple, c'est un vrai exemple de... Mais ok, je ne le sais que parce qu'on me l'a dit, mais sinon, je trouve je ne capte pas du tout l'ampleur de... Il s'est fait voler sa flotte, le con.
Je dois le voir, c'est ça. exactement ça. Et du coup, c'est une info que j'ai. Et là, il Et s'est à dit- contrario, tu vois, le super château du comte de Monte Cristo avec toutes ces dorures, même la fille, là, quand elle est dans sa chambre avec tous ces miroirs, ça, je trouve que c'est... La fille, tu parles de Haïdé, Haïdé, oui. jouée par Anna Maria Oui, Bartolomei. oui. Enfin, je trouve que le château en lui-même, il est un peu trop somptueux. Et là, enfin, l'argent qui a été injecté là... Ouais, voilà. Enfin, le truc, il fait 10 mètres de... Enfin, il fait 10 étages. Ça, c'est... Voilà. Là, c'est exagéré. Et il y a des choses qui auraient pu... Enfin, l'argent aurait pu aussi être injecté ailleurs. Mais après... Par contre, tu vois, il y a eu des idées, moi, je trouve. C'était notamment dans les moments de scène de chasse. Notamment au début, enfin vraiment, il y avait des beaux plans larges avec les chiens et tout. Ouais. Et donc voilà, il y a des moments où le film quand même arrive un petit peu à sortir de petit peu de ces grands espaces intérieurs. De cette platitude et aussi. cette pauvreté du langage cinématographique. Mais voilà, encore une fois, le principal problème, c'est que si on cherche un réalisateur qui aurait pu mieux réaliser ce film, en fait, c'est quand même compliqué à trouver et on n'a pas... Voilà, on s'est un peu enfermé dans un cinéma. Oh, Ducournau, elle aurait bien fait le taf. Axel, tu voulais relever un point. Non, parce que du coup, oui, j'ai fait cette parenthèse sur la mise en scène, mais du coup, c'était pas ça mon point à la base. Ouais. Et là, en fait, je voulais, du coup, vous m'avez dépassé sur le scénario en lui-même. Moi, je vais me faire peut-être un peu l'avocat du diable, mais si on me dit j'ai 3 heures pour raconter ce film, c'est-à-dire que j'ai pas 2 films, j'ai qu'un seul film. Sur l'adaptation, ouais. Voilà, sur la question de l'adaptation. Si on me dit tu as un film à faire, il dure 3 heures grand max, c'est pas un diptyque, on ne sait pas pourquoi, c'est pas une trilogie, bon, peut-être une trilogie c'est trop, mais tu n'auras le droit qu'à un seul film, je trouve, qui s'en sort bien. Je trouve que si on te dit t'as 3 heures pour raconter l'histoire de ce film, je trouve qu'en général ils font les bons choix. Effectivement, c'est ultra ellipsé, ils n'ont pas vraiment le choix, mais je veux dire déjà rien que les 3 heures de film m'aident à avaler le fait que tous les personnages ont évolué, même si on peut dire que les 14 ans que Pierre Ninet traverse dans le film, on peut avoir du mal à y croire. Le principe de masque. Oui, ce que je te disais, c'est qu'il y a un moment quand il trouve le trésor, et puis après, il y a une ellipse de 1 an après, et entre-temps, on doit avoir compris qu'il est devenu riche, il a un château, il est devenu Batman et il fait des masques. On le comprend. On le comprend sans problème. On le comprend sans problème. Moi, je suis prêt à l'accepter, ça. Tu vois, moi, j'ai pas envie de lui faire un procès pour ça, tu vois. Non, je fais pas un procès. Je l'accepte quand même. J'ai pas de problème à y croire. Tu vois, juste quand on regarde physiquement Pierre Ninet, là, par contre, je peux avoir un peu plus de problèmes pour y croire. Et surtout ces masques qui, en fait, le font ressembler peut-être un peu trop à lui quand même, tu vois. En fait, c'est bien qu'on le reconnaisse, il faut qu'on le reconnaisse quand même. Perso, mais ils sont peut-être pas assez éloignés de ce qu'il est. Moi, j'ai l'impression de voir Louis Garrel. Ma suspension. J'ai l'impression de voir Louis Garrel tout le film. On dirait Starlight dans The Boys. C'est marrant, mais moi aussi j'ai eu l'impression de voir Louis Garrel et je me suis même demandé pour le coup si Louis Garrel n'aurait pas été mieux dans le rôle, mais il est un peu trop, un peu trop vieux. Mais il n'a pas été assez. Et c'est marrant pour faire la comparaison avec Louis Garrel. Quand on parle de tous les dialogues du film qui sont d'époque et tout, je trouve que Pierre Ninet il s'en sort mieux qu'un François Civil, tout ça. Comme d'habitude. Non, c'est vrai que c'est le truc que j'ai ressenti qui m'agace un peu. Il n'y a jamais un moment où tu te dis oh tiens ça sonne pas vrai. J'en ai eu quelques-uns perso. Alors c'est très faible par rapport aux 3 mousquetaires. Des petites, oui. Ouais. Mais des petites. Oui, c'est vrai que François Civil avec son. il parle d'époque mais en 2023. Oui, Jean Todam. Wesh. Wesh. J'arrête. Vas-y Tanguy. Non mais surtout en fait le truc qui m'agace un peu aussi par les 3 mousquetaires, c'est que dès qu'il y a une adaptation comme ça de livre un peu d'époque, c'est que t'as vraiment ce côté étrangement. Je vois que les mecs ils récitent, c'est un peu bizarre. J'ai un peu le sentiment qu'ils récitent, qu'ils savaient pas crédible, que je vois pas des gens parler comme ça même à l'époque. Et là, j'ai pas eu vraiment ce sentiment-là. J'ai l'impression que ça passe beaucoup plus naturellement. Moi, il y a un petit point. Et je voulais juste rajouter sur un truc, effectivement, comme tu disais, sur la durée du film, c'est que encore une fois, le choix de se concentrer surtout sur Monte Cristo et son univers. Je vois pas comment ils auraient pu faire autrement, honnêtement, que se concentrer sur le truc. Et ils auraient pu, mais est-ce que c'est simple à faire ? Est-ce que c'est simple à faire en 3 heures ? Ils ont 43 millions, ils ont le plus gros budget français, ils vont se démerder pour faire un truc. Encore une fois, si on part sur... Bon, après, c'était très mauvais, mais pareil pour Napoléon, il a pas réussi à le faire non plus, de Ridley Scott. Et là, le budget, il est x2. Oui, mais c'est Ridley. Mais t'as quand même l'idée de se concentrer là-dessus. Donc, en soi, c'est pareil, là, je vais te rejoindre là-dessus. Il s'en sort plutôt bien, je pense. Après, moi, encore une fois, je connais pas. Moi, je trouve que ça aurait été un truc que je connais, genre qu'est-ce que j'ai en livre.
Qu'est-ce que je ferais là, je sais pas, genre non, American Psycho ça compte pas. C'est plutôt bien fait pour le coup, la reconstruction de l'époque. Je vais donner la parole à Axel, mais après je vais revenir sur un point que t'as dit par rapport à Napoléon. Je trouve méga intéressant. Du coup, juste pour finir, je reviens sur le scénario. Tout à l'heure. je reviens sur le scénario, sur mon point sur le scénario. Je trouvais qu'effectivement ils avaient fait les bons choix en général et qu'il y a qu'un seul point noir en fait qui est vraiment qui t'empêche de vraiment comprendre l'histoire, c'est Haydée. Pour moi, c'est le seul point noir. Andrea, c'est lequel ? C'est le fils de... Andrea, oui, c'est le beau-fils, du coup, fils de Victoria. C'est le bâtard. Celui qui s'est fait enfermer. C'est Robin. Ok, d'accord. C'est Robin. C'est celui qui ressemble à Napoléon. Oui. Pourquoi il ressemble à Napoléon ? C'est bizarre. Tu trouves pas ? Dans sa coiffure, dans son visage et tout. C'est le style de l'époque, donc en soi, ça me choque pas. Il ressemble trop à Oui, c'est vrai en plus. Puis il est censé... Non, il est pas censé avoir de trucs italiens. Il ressemble vraiment trop à Napoléon. J'imagine le Karl Lagerfeld de l'époque comme ça. En fait, faire un copain à Napoléon. J'y crois à 100%, lui. À lui, son personnage, j'y crois à 100%. On sait d'où il vient, on sait par Julien de Saint-Jean. Ouais. Non, moi j'ai aucun problème avec lui. Le problème pour moi, c'est Haydée. Là où on se dit vraiment, on sait pas d'où elle sort quoi. En fait, on accepte le fait que d'accord, elle est dans la bande d'Edmond Dantès, mais je veux dire, il y a un moment du coup la révélation sur la fin. Peut-être que j'ai manqué d'attention pendant 3 heures de film, mais je crois pas avoir de moments où on m'explique pourquoi elle est là. Non, c'est qu'à la fin, c'est que quand elle décide de partir avec l'autre, et pareil, j'avais entendu des gens derrière moi dire mais attends, c'est qui elle ? Et après, je sais pas comment c'est planté dans le livre. Après, c'est aussi un problème qu'il y a, c'est que, et bon, je pense qu'ils ont pas trop le choix non plus, et après, je sais pas s'ils sont si expérimentés que ça et de réel, il y a beaucoup d'expositions. Mais après, je pense qu'il n'y a pas le choix aussi, il faut remettre dans le contexte de l'époque. Oui, mais ça va bien. Peut-être qu'ils ont voulu couper ça, pour essayer de faire une révélation à la fin, parce que ça faisait trop. Mais du coup, effectivement, c'est très mal foutu. Mais du coup, ça va rejoindre ce point-là. C'est que autant sur le scénario, je veux dire sur l'adaptation plutôt, je trouve que la majorité des choix qu'ils font sont les bons. Cependant, c'est sur le point de vue du réalisateur. C'est dommage qu'avec une base comme ça, on sait qu'elle est ultra solide, on sait que l'histoire elle doit être phénoménale, c'est incroyable. C'est dommage qu'avec une base comme ça, on ne puisse pas se reposer dessus pour apporter un vrai point de vue thématique. Tu vois, on parle de la vengeance, c'est un thème universel, hyper connu. Avec une base comme ça, tu dois pouvoir proposer un point de vue de réal intéressant. Et il faut que tout ton récit... Tu as la sécurité pour, puisque tu as une très bonne histoire en dessous, tu le sais. En plus, tu as une très bonne histoire en dessous. Tu as la sécurité pour... au moins offre un point de vue plutôt que de juste nous raconter la fresque par quelques jolis plans, tu vois. Il y a pas la thématique n'est jamais vraiment nourrie, il y a pas de sur la question de la vengeance et sur le moment où le personnage d'Edmond Dantès peut-être commence à réaliser qu'il y a peut-être un petit problème dans sa quête de vengeance. No shit. C'est à la fin. C'est à la fin, exactement. En fait, ça vient. Le développement qui arrive à la fin vraiment. C'est un terme qui arrive d'un coup. Tu vois, c'est jamais vraiment construit. Il y a jamais de petits éléments dans l'histoire qui sont avancés. Il y en a jamais vraiment des, tu sais, qui sont un peu sous-jacents, qui commencent à te faire dire tiens putain, peut-être que sa quête commence à être malsaine, que peut-être qu'elle commence à être autodestructrice. Tu vois, c'est jamais vraiment établi et du coup on arrive à la fin. Développement, c'est ça. Il y a ce petit turn. Et en fait, tu sens que ça manque d'un point de vue de réel, quoi. Et ça manque de ces envies de réalisation et ces envies de narration de thématique, tu vois. Et de justement que dirige toutes les éléments de son film vers cette même thématique. Je suis tellement d'accord avec toi, Axel. Tu l'as mieux dit que tout ce que je pourrais dire. Juste ramener des exemples par rapport à ce que tu viens de dire, parce que pour moi, c'est un des cœurs de ce qui fait que je suis en dehors du film. C'est bien, mais qu'est-ce qu'il me raconte à la fin ? Qu'est-ce que dans le sens, qu'est-ce que me raconte tout ça ? Parce qu'en effet, on a beaucoup d'éléments, comme tu l'as super bien dit, Léa. Il reprend des scènes du livre et il les met bout à bout pour qu'on ait à peu près l'ensemble du film. Enfin, pour qu'on ait à peu près l'ensemble de l'histoire de Monte Cristo. Mais moi, je sens, j'ai pas envie de faire des affirmations que je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quand tu t'attaques à une adaptation d'un auteur aussi important que Dumas, tu flippes vraiment. Surtout de réécrire. Que c'est vrai que tu flippes vraiment d'avoir une nouvelle interprétation. C'est le truc que disait Axel, c'est qu'effectivement t'as une bonne histoire derrière, mais il faut pas oublier que t'es la 6e adaptation ou je sais pas la combienième. La 40e. La 40e, autant pour moi. Et que surtout, encore une fois, tu fais partie, alors là je passe plus sur le côté production, tu fais vraiment partie de toute une espèce de programme mis en place pour un peu revitaliser tous ces récits. Du coup, est-ce que tu as de la marge pour justement te permettre de dire ah bah tiens, si on faisait un truc où c'est un peu compliqué. Moi j'apporte le contre-exemple absolu. Je dis pas que contre-exemple absolu vraiment de tout le film où j'y ai pensé tout le long, c'est vraiment Old Boy.
parce que Oldboy, du coup, qui est une adaptation de manga, qui n'a rien à voir d'ailleurs en passant, je tiens à le dire. Une adaptation de manga, mais presque. Une quasi-adaptation de Monte Cristo. Oui, mais c'est une quasi-adaptation, et il en fait référence à beaucoup de monde dans le film de Monte Cristo. Le film ne fait qu'1h30. Il réinterprète beaucoup les événements dans la Corée de l'époque, et en effet, c'est une adaptation d'un manga. Regardez absolument Oldboy, absolument tout le monde. Voilà. Vous ne pouvez pas mourir sans avoir vu ce qu'il y a vraiment de très bon dans Oldboy. C'est surtout que il va au bout de sa thématique. C'est la thématique de la vengeance qu'il incarne viscéralement tout au long de son procédé, et qu'à l'intérieur du film, tu ressens les 15 ans qu'il passe dans la cellule. Tu les ressens viscéralement, comment il devient fou, qu'il devient complètement taré. Tu ressens l'évolution, et quand le twist arrive à la fin, quand il y a justement le dernier événement, tu es détruit. Et là, tu as ressenti ce que c'est. Cette putain de thématique, par la mise en scène. Et d'ailleurs, génial. C'est le truc que je voulais rajouter, si on veut rester sur Park Chan-wook pour les gens à qui ça intéresserait. C'est en plus d'Oldboy, il faut voir toute sa trilogie de la vengeance, qui ne parle uniquement de ça. Alors que c'est Sympathy for Mr. Vengeance avec comment il s'appelle, Hong Sang-ho, si je me trompe pas, qui joue dedans, et Lady Vengeance, que je vous recommande aussi grandement si vous voulez approfondir cette thématique. Voilà. Au passage, on peut recommander J'ai rencontré le diable, pareil sur la thématique de vengeance, qui est phénoménal. Et c'est vrai que les Coréens ont beaucoup élaboré sur la thématique de la vengeance, et c'est méga intéressant de voir comment eux le sont appropriés. Et c'est pour ça que je trouve, pour terminer sur ce point-là de comparaison avec Oldboy, que quand on a eu 20 ans de cinéma coréen qui a tellement investi le champ de la vengeance, et qui a même officiellement rendu hommage à Monte Cristo. Donc encore une fois, vraiment, on voit aussi à quel point on a des œuvres françaises qui rayonnent à l'international depuis des années, et on peut donc en être très très content. Et ben je trouve ça encore plus exigeant, ce qu'il faut donner et ce qu'on doit attendre d'une adaptation de Monte Cristo, parce que si jamais il n'y a pas cette incarnation de quoi parle le film, quel est le sens profond de l'œuvre, si je ne ressens pas la détresse profonde du personnage, la folie, et à la fin du film, c'est pour ça que je vous dis que j'étais frustré, j'avais envie, et j'étais à ça à des moments, j'ai eu des vraiment moments d'émotion à la fin, mais pas assez, de ressentir à quel point il a passé 15 ans en tôle, il a repassé 15 ans à essayer de se venger, et à la fin, il doit trouver la force de quand même faire le choix de renoncer à sa vengeance, et de laisser vivre Haïdé et Albert vivre leur amour. Ce choix-là, moi, j'ai envie qu'il me bute en deux. Il doit me détruire en deux, ce choix, et je dois chialer et m'écraser au sol. Et je vois que le film a l'ampleur dans ses plans, dans tout ça. Je sens que c'est là, j'ai envie, mais je le sens pas incarné. Je le sens pas incarné, je sens le film extrêmement plat. Voilà. En fait, il faut regarder The Batman. En fait, je suis en train d'y penser, mais en soi, ça l'a mieux fait sur cette thématique-là. Non, mais après, ce genre de film, je me demande, est-ce qu'ils ont été accompagnés par des spécialistes de Dumas ou pas ? Et peut-être que ça aurait été un peu plus nécessaire, justement, parce que quand tu es face à un roman d'une telle ampleur, c'est quand même compliqué quand tu dois penser à ta mise en scène, de souvenir à chaque fois ce qui se passe exactement, et pour accorder cette dimension-là au personnage, et puis même pour faire la direction d'acteur également. Et moi, ce que je pense, c'est que vraiment, tous les personnages, peut-être la meilleure interprétation, à mon sens, c'est celle de Laurent Lafitte. Oui, très bien. Beaucoup surpris. Très surpris, adoré. Mais pour le reste, en fait, il manque l'incarnation vraiment corporelle, vraiment de donner corps en fait au personnage. Et c'est vrai que quand tu vois le mec qui est censé passer 14 ans en prison, et je crois d'ailleurs que dans le livre c'est même 17 ans, ou la Haïdé qui est censée avoir été vendue en tant qu'esclave, au-delà de sa beauté et des robes qu'elle peut mettre, je veux dire, il manque. Après, les personnages portent des masques pour cacher leur fêlure. Oh là là. Non, tu rigoles, mais en vrai. En fait, globalement, je pense que le reproche qu'on peut faire au film, c'est qu'il est trop sage, trop lissé. Il n'a pas d'incarnation thématique. Et voilà, et en fait il coche un peu les cases qui vont plaire comme ça au grand public, et ce qui fait que le film a quand même 4,7 sur 5, qui est quand même franchement surcoté pour ce que c'est, ce que je disais au début. Il s'approche de ça, il s'approche du truc. Sa note révèle juste qu'il y a une vraie envie en France d'avoir ce genre de choses qui émergent. On a très envie, mais s'il n'y a pas, comme tu l'as bien dit Axel, s'il n'y a pas un point de vue qui incarne une idée de l'idée de l'histoire, et qu'il n'y a pas un point de vue qui le retranscrit dans la mise en scène, c'est un téléfilm. Après, moi, en un sens, je suis contente aussi. C'est que, imaginez le jour où on a un grand réalisateur qui s'attaque à une grande œuvre. Je veux dire, on fait 10 millions d'entrées faciles, en fait. Donc, on a un très bon public en France de cinéma. Si les gens ne vont pas voir au cinéma, c'est pas juste à cause
du coronavirus, c'est que c'est. Ah non, Après, on sait très voilà, bien. mais Après, si on est sur ce sujet, on sait très bien que le public ne va pas avoir des bons films non plus. On voit que tout ça depuis 10 ans maintenant. Il y a des films, on voit les films Marvel ou DC ou les films super-héros qui tapent des records un par un, alors que ça fait depuis le début de ce podcast qu'on dit tous que ces films sont très mauvais. Furiosa, il y a un mois, est un film génial. Et il a bidé phénoménalement. C'est un scandale. C'est phénoménalement. Mais il y a des talents en France. Il y a des talents dans le genre, beaucoup. Et on l'a vu par exemple avec Xavier Jeance il y a un mois, qui est sorti Sous la Seine par exemple, où justement il va aller se chauffer à faire un film de requin. Le scénario est éclaté, hein, je trouve que moi j'avais bien aimé, c'était Xavier Giannoli, Les Illusions perdues. Oui, je ne l'ai pas vu. J'ai préféré ce type d'adaptation là, vraiment là au Comte de Monte Cristo. Complètement. Mais pourquoi? Parce que le mec a mis 10 ans quand même pour adapter. Enfin, il a énormément travaillé dessus sur le. Bon, c'est pas le même époque. Au revoir là-haut dans les adaptations. C'est très bien aussi. Après, c'était Dupontel, on est d'accord. Bon, lui, il a quand même une vraie mise en scène recherchée. Ouais. Donc là, pour le coup, si on avait parlé de réalisateur. Effectivement, Illusion perdue, très très bon. Mais donnez de l'argent à Dupontel et payez-lui un étalonneur. Ce serait parfait. Plus je l'ai rencontré, il est très sympa. J'ai ma photo avec lui, je suis content. Pourquoi un étalonneur? Parce qu'il a des images à chaque fois, ça me fume. Ah oui, genre hyper poussé en salle. Qu'est-ce que tu vas dire? En fait, ça me fait rigoler parce que moi, c'est ce que je ferais si jamais tu me filais l'étalonnage. Je mets les compteurs à fond. Il étalonnerait sur Paint. Ouais, mais tu vois, tu rigoles, mais il a son style au moins. Tu reconnais, c'est son style. Il a sa patte. Et du coup, c'est plus intéressant que. C'est plus intéressant. Encore, je maintiens que sur celui-là, c'est un peu plus recherché. Mais genre, tu prends les Trois Mousquetaires, tu mets des. C'est typiquement, on dirait une bande-annonce de faux film dans un film. J'aime bien ce terme-là, mais c'est vraiment genre, il faut un truc un peu capé l'épée, tu mets ça en fond. Mais c'est fou, je vais me faire encore l'avocat du diable, mais je trouve que les gens sont vraiment trop dur avec la photo du premier Trois Mousquetaires. Non, le premier c'est bien, mais le deuxième c'est immonde. Mais c'est encore plus marrant quand on sait que pour le deuxième, comment il s'appelle, ils ont fait Martin Bourboulon, il a entre guillemets écouté les retours des gens sur l'étalonnage du premier, et du coup il a apparemment changé, et en fait c'est juste moins bon en fait, et surtout, mais en fait effectivement il y avait un côté, pardon, excuse-moi, il y avait un côté un peu trop monocolore peut-être dans le premier Trois Mousquetaires, mais j'avais trouvé ça loin d'être laid, quoi. Non, c'est vraiment. non, surtout même. C'est le café. Encore, moi, j'ai même des scènes en tête. Hein. J'ai cette scène, la première. Sous la pluie. Sous la pluie dans la nuit, que je trouve très. Alors, il y a une forme de classicisme là-dedans, hein, on est d'accord, mais. C'était très bien, quoi. Moi, j'avais pas. C'est pas pensé autant dans l'ensemble comme on a pu l'avoir là dans le Comte de Monte Cristo, qui je trouve sert vraiment le propos du film. Ouais. Et c'est le seul truc qui sert le propos du film, malheureusement. Mais autant le premier Trois Mousquetaires, les gens sont durs. C'est très intéressant de voir quand même. Moi, je reprends sur ce que je disais, c'était vraiment que, en fait, on est vraiment aussi en train d'expérimenter. C'est que les Trois Mousquetaires, autant que le Comte de Monte Cristo, c'est vraiment des expériences de blockbuster français. Comment déjà on va investir nos propres mythologies et qu'on va pas faire un film de super-héros ou reprendre des mythes américains, machin, non. D'ailleurs, le Comte de Monte Cristo, fun fact, est aussi et fait partie de la case des super-héros français, et il a inspiré beaucoup de mythes comme Batman, qui est inspiré de Monte Cristo. Donc on voit aussi qu'il y a une vraie mythologie à incarner. Mais comment aussi on expérimente de faire du blockbuster en France, et du coup il y a aussi beaucoup d'erreurs, ou beaucoup de je dirais pas forcément d'erreurs, mais de manque de prise de risque. Parce que c'est 40 millions. Au cinquième film, ce sera bon. Mais finalement, c'est très normal. Tout ça, c'est juste que c'est tellement rare d'arriver à mettre 40 millions. Après, il faut juste s'asseoir aussi autour d'une table et de discuter collectivement de certaines idées, quoi. Je voulais revenir sur les costumes, c'est vraiment très rapide. Je me suis même carrément posé la question, est-ce qu'il y a un film dernièrement où j'ai senti des costumes aussi vrais, aussi palpables, aussi... je me rappelle pas de film d'époque, pardon. Excuse-moi. Je crois, mais même les US, que tu veux, n'importe quel pays que tu veux, je me souviens pas, je crois, d'un film récent là, avec de meilleurs costumes. Non, mais vraiment, pour les costumes, je suis d'accord, ils sont vraiment... C'est un truc de... Chaque personnage, parce qu'en plus, il y a vraiment des films d'époque français où tu vois les acteurs dans les costumes, tu te dis, mais putain, c'est tellement fake. Et là, même les personnages secondaires, les figurants, tout le monde porte les costumes à merveille là-dessus. Vraiment, c'est une très grande réussite. Je suis tout à fait J'ai une petite vibe Pirates des Caraïbes au début du film. Quand exactement, j'ai pensé aussi. Quand ils arrivent à Marseille, je fais vraiment, je crois. Est-ce que je suis allé le voir avec vous le film? Non, j'étais pas avec vous. Non. Mais il y a eu un moment quand il arrive à Marseille, je fais wow.
putain. J'ai eu un wow, je crois que je l'ai dit dans le cinéma. Même les effets spéciaux quand en ils général. arrivent, j'y crois à 100%. Putain, c'est vivant, c'est peuplé, quoi. Ouais. C'est peut-être un peu trop clean, on est d'accord. Ouais. Tu parlais de ça tout On à voit l'heure, les Léa. effets quand même, mais ils sont pas gênants. C'est bluffant. Ouais. Le vieux port comme ça d'époque, parce que moi je l'avais pas eu dans la bande-annonce, j'avais pas compris que c'était le vieux port. Hein. On savait pas. Et c'est quand j'ai appris dans le film qu'ils vont à Marseille que je reconnais le vieux port d'époque du coup. Et vraiment le monde qu'il y a, j'ai vraiment la vibe Pirates des Caraïbes quand ils arrivent à je sais plus quelle ville c'est. Et que t'as du monde, c'est vivant, oui, je suis sûr qu'ils sont peut-être inspirés de ce plan-là, tu vois. Mais justement, il y a ce plan-là où il va la sauver, et puis dans le fond, on voit le navire qui coule derrière, et là j'étais en mode oh oui, Calypso. J'ai pensé à ça à 200%. Je pensais à lui qui allait avoir. Tu sais, en fait, ça me fait penser, tu vois, dans la robe qui flotte en mode fantôme. J'ai pensé à cette scène que lui met une gifle, j'étais en mode non, pas de femme sur le bateau, je pensais c'est terrible. Ah, mais calme-toi, Victoria. Arrête, Victoria, voyons. C'était marrant comme scène aussi. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, donc voilà, il y a des moments d'ampleur. Et même quand il va aller filmer dans l'eau, enfin, c'est très beau. C'est un carnet, quoi. Ça a de la gueule. Enfin, c'est un carnet pour quelques moments. Ça a de la gueule. Moi, quand on le voit au début, quand on voit les acteurs, et dans la première partie, quand Edmond n'est pas encore devenu, n'est pas encore fait emprisonner, quand tu les vois juste vivre les petites histoires dans des paysages méditerranéens, quand tu les vois justement dans les paysages français, ce sont des paysages que moi, comme vous, je pense, on connaît, dans lesquels on est déjà allé. Moi, quand je voyais ces paysages arriver, j'étais content, quoi, de les voir là-dedans. Tu les ressens France, dans ta chair. Mais oui, exactement. Oui, je les ressens parce que j'ai évolué moi aussi dans ces paysages-là. Je connais la température, je connais l'odeur, je connais justement la sensation d'être là-dedans et de le voir dans une épopée comme ça. Là, j'ai un voyage là. Et ben moi, je les ai pas trouvés assez présents, justement. Et je suis d'accord. Ils n'étaient pas assez présents. Quelques plans au début où je me dis là je connais, là c'est ma friend que j'aime là-haut. Et je suis sûr qu'il y a moyen que les plans que tu penses reconnaître de la France ce soient des plans tournés à Malte. Si c'est ça le pire. Si c'est ça, qu'il y a des plans tournés à Malte. Oh, je pense que ce qui est tourné à Malte, c'est quand il arrive vers le trésor. Je pense que ça c'est Malte. Mais il y a plein de moments, il y a moyen que ce soit à Malte. Moi je pense que la maison des Morcef, c'est tourné à Cuba, tu sais. Merde. Je crois que la maison des Morcef c'est tourné en France quand même. La maison des Morcef de Mercedes et tout ça. C'est surtout les paysages, c'est quand tu as des petits passages dans les forêts ou sur l'eau, dans les bateaux et tout, et sur parfois les bords de mer, il y a forte chance qu'il y en a que ce soit à Malte. Très fort. À part ceux à Marseille où c'est évident que c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est beau quand même. Mais c'est beau, c'est magnifique. Quand il arrive sur l'eau turquoise là, bon ouais. Oui, non, mais si t'as pas envie de te baigner instant là-dedans, enfin c'est infernal. Mais il y a quand même, il y a un truc que t'avais dit aussi tout à l'heure, Léa, qui me faisait marrer, c'est qu'il y a quand même des moments où on va flirter vraiment avec le film d'aventure à la Indiana Jones, ou alors avec vraiment quelque chose d'un peu plus excentrique au niveau des effets. Donc évidemment on a les costumes qui me font beaucoup penser moi à Arsène Lupin, beaucoup dans la mythologie, mais aussi il y a d'autres moments, tu vois, juste le truc de quand il va découvrir le trésor et qu'il arrive sur un truc de Templier. Moi j'étais vraiment ça c'était génial, ouais. Assassin's Creed, bonjour. Ouais. C'est vraiment ça me fait marrer parce que la statue, tu dis bon, ça c'est une statue de jeu vidéo, quoi. J'active le boss. Ouais. mais c'est vraiment des statues, hein. Oui, ces statues n'existent pas, enfin j'y crois pas à un moment. Enfin non. Ces statues, je ne crois à aucun moment que ces statues existent. Ce style de statue pour les Templiers, oui, ça existe, il me semble. Hein. Il y a le secret des Templiers derrière. Par contre, est-ce que son espèce de chant de tir automatique, il était dans le livre? J'ai envie de savoir parce que c'est ça. Ça fait tout le monde. Ce mécanisme je voulais revenir pas, à ça quand je comprends qu'il y a mécanisme, mais là c'est vraiment. Je sais pas pourquoi ils ont foutu ça dans le. Limite, Jarvis. Monsieur le comte. Je suis totalement d'accord avec vous. Master Comte. Moi, je pouvais accepter. Un peu de ça, ouais. Je pouvais accepter quand il y a un levier derrière la statue et puis il ouvre et puis il y a une cave et puis il y a un trésor en dessous. Allez, c'est Indiana Jones, allez, admettons. Mais le moment où il y a le champ de tir, qu'il appuie sur un bouton et que là, t'as 800 mécanismes qui non, mais ça sert à rien. Alors qu'il avait juste à baisser la fenêtre. Non, mais c'est vrai qu'il t'aurait pu juste faire genre un truc qui s'ouvre, genre, je sais pas qui c'est pas, mais simple. C'est ça, ouais. tu en fait, tires. C'est vrai que ça dénote parce qu'on le voit qu'une fois dans le film. Encore si on voyait ce genre de petit subterfuge tout au long, on pourrait se dire, ah tiens, ça c'est une signature Monte Cristo. Ça me mais on voit ça qu'à ce moment-là, et c'est vrai que. Ça me faisait vraiment penser aux Trois Mousquetaires les Trois Mousquetaires avec. Surtout, je sais pas,
Mais en plus, c'est trop tôt pour l'époque. Hein. Avec Anderson, c'est deux Anderson avec le bateau volant, tu sais, où c'est non pas Cyberpunk, c'est Jules Verne. C'est du je sais pas, c'est du steampunk. Oui, du steampunk ouais, ça passe. J'ai pas compris, ça passe. Mais t'as juste ce moment là où t'es en mode pourquoi? Mec, non mais juste le avec le début du Evil. film avec Mila Jovovich qui te tape des trucs à la Matrix en robe mais avec des lasers et tout. Moi je répète, de trucs, c'est la meilleure adaptation. Quel enfer. En faisant mes recherches sur Monte Cristo, je tombais sur un manga où c'est Monte Cristo dans l'espace, où t'as Albert qui arrive sur une planète avec le comte de Monte Cristo. Oh, ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Japon. Ça me fait trop rigoler. Mais je maintiens, jeux vidéo Les Misérables avec Mecha Jean Valjean, ça existe. Je maintiens. Non, mais après très globalement, en réalité, je trouve qu'on a énoncé les vrais points qui font domino je pense qu'on a bien fait le tour. Qui font domino sur tout le reste. Après, on a quelques éléments comme ça qui peuvent revenir, mais c'est assez mineur en général. Donc je trouve je trouve c'est assez clair finalement. On s'est plutôt bien accordé sur ces deux points principaux qui. On a tous été nuancés comme il le fallait. J'ai bien aimé finalement. Ouais. Je trouve qu'on a. Bien aimé le film ou le podcast? Bah finalement l'un amène l'autre, car grâce à ce film j'ai pu vivre ce moment très agréable avec vous de partage et de communication. Je t'aime. Oui, moi aussi. Je t'aime. Non. Ah bon, non. Je vais faire une comparaison avec Furiosa vite fait pendant que je l'ai ici. Parce que déjà, outre le fait qu'il y a un délire d'exil et de vengeance qui motive principalement les deux personnages, c'est surtout leur ennemi. Surtout à quoi se confrontent les personnages. Quel est le vrai ennemi de Edmond Dantès ou alors de Furiosa dans les deux films. Et à chaque fois, c'est une représentation personnifiée des grands pouvoirs de la société. Ouais, c'est l'économie, c'est... Exactement. On a à chaque fois dans les deux points, on a les trois pouvoirs où on a justement l'armée, l'économie et la justice qui sont représentés dans Furiosa à travers les trois généraux de l'impérateur. Non, pas l'impérateur. Bref, le vieux qui crève. Et Immortan Joe. Oui, voilà lui. Tu parles bien de notre dieu à tous. Et comme on voit justement aussi ici dans le Comte de Monte Cristo où justement les trois traîtres sont les trois représentants d'un pouvoir. Et c'est pour ça aussi on voit à quel point le Comte de Monte Cristo, dans le fond, il est super bien écrit et qu'on voit aussi, c'est ça qui est dommage, c'est que on sent qu'il y a des thématiques qui sont intégrées dans l'œuvre et qui sont faites pour exister, mais que le film ne traite pas. C'est qu'il y a un propos énorme sur la France post-napoléonienne, justement, dans sa reconstruction et puis dans sa corruption, de comment est-ce qu'une élite bourgeoise se maintient au pouvoir, justement, par traîtrise, et comment, justement, ce personnage d'Edmond Dantès, après, comment est-ce qu'il va s'incarner? Comment est-ce qu'il va aller se placer en mouvement contre ces éléments bourgeois? Justement, c'est en revenant avec toute une direction artistique beaucoup plus orientale. C'est qu'il revient justement avec beaucoup d'argent. Avec beaucoup d'argent, avec énormément d'argent, justement, pour être à leur niveau. Il le dit à un moment. J'espère que mon accent arabe ne vous dérange pas. Il fait, mais non, vous êtes riche, ça ne nous dérange pas. Donc tu vois, il y a vraiment aussi... Arabe, napolitain ou maltais. Arabe, napolitain ou maltais pour aller au bout. Merci. Les accents, c'est les manières. Il a aussi. Désolé si mes manières sonnent trop... Manières également. Trop orientales. Bon, vous en fous. Arabe, napolitaine. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir comment justement lui aussi, il va aller se représenter dans cette caste-là pour aller justement en contre-mouvement à la bourgeoisie. Donc on voit aussi à quel point cette vengeance de Edmond est aussi justement quelque chose qui parle de la société de l'époque et qui parle justement beaucoup aussi de cette période post-napoléonienne et post-empereur. Et je trouverais ça, et je ne le vois pas dans le film hélas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire par rapport que ça pourrait totalement s'adapter à aujourd'hui et qui pourrait totalement adapter le récit, que ça aurait beaucoup de sens de raconter cette histoire-là aujourd'hui. Mais pareil, on sent qu'il n'incarne pas ce récit, qu'il reste en fond, mais juste vu que ça vient d'une autre histoire, on sent qu'il y a les éléments pour, mais il ne l'incarne pas. Mais je pense qu'on a fait plutôt pas mal le tour, mine de rien, de ça. Et ben on espère qu'il y aura quand même d'autres films à l'avenir, parce que quoi qu'on peut dire, c'est que ça. On a envie. Il y aura d'autres films. En général. On a envie de retrouver des grands auteurs. Moi, j'ai envie qu'on adopte Jules Verne. Et pas des scénaristes à la noix financés par le CNC. Des Jules Verne, des Hugo, des grands auteurs français. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de voir ça. Le Horla, voilà. Le Horla par. Suarc. Rien à foutre. Moi, je veux voir la marquise de Sade
écrite par Rachilde. Mais ça, je pense que. Moi, je faut veux, être très. moi, je veux le Orlap à Gaspar Noé. Voilà. Fin de siècle pour connaître. Oh bordel de merde. Moi, je veux ce film. Voilà, je lance cette idée. Si quelqu'un écoute, donnez-lui l'idée. Il y a Boule de Suif, il y a plein de choses. Ou Léo Scarax. Léo Scarax, ça marche. Je veux 20 milieux sous les mers par. Boule de Suif par. Moi, par Xavier Jean. Xavier Jean, 20 milieux sous les mers. Non, Julia Xavier Jean, Ducournau, elle pourrait faire la marquise de Sade. Ouais, complètement. Attendez, non, j'ai le meilleur combo. Je veux L'étranger de Camus par Dupieux. Oui, ma thune, prenez mon argent. complètement. Aujourd'hui, maman est morte. Ou Potrière, je ne sais plus. Tu te rappelles que Dark arrive. Mais on voit. Alors, excusez-moi, mais je pense d'une façon. Oui, mais derrière, on associe juste quelques idées de réal qu'on aime beaucoup avec des vraies incarnations des grands romans de l'histoire de France. On a plein d'idées, ça nous excite, on a envie de voir ça. Moi, j'aime beaucoup cette espèce de créature lubrique, pardon. Bah toi, putain. Allez, on a hâte de voir la suite. Je ne sais pas quel sera le prochain film dont on parlera, qui sortira dans un mois. On se retrouvera sûrement en août, après les JO. Wesh. Moi, je dis qu'il y a Alien Romulus. Oh, Alien Parce que ça me permettra de taper sur ce Ridley Scott. Oh, yes. J'aime beaucoup. Peut-être, non, je plaisante. Il y aura rien à dire dessus. Il y aura rien à dire sur Ridley Scott, là, par contre. Mais, en tout cas, on se retrouve dans un mois. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous avons une chaîne YouTube qui sort justement pas mal de vidéos, on fait des interviews et des tops, et aussi sur Instagram où on donne nos avis sur d'autres films et où vous avez toutes nos actus. Suivez-nous aussi sur les plateformes de podcast où vous pouvez retrouver tous les autres épisodes d'Interséance, et on se retrouve dans un mois pour la suite. Est-ce que on se fait des petits bisous, les copains? On se voit dans pas longtemps. Bisous. Bisous, Axel. Bisous. Axel, il est loin. Il fait ses pattes. Axel, il fait les placards là. Absolument cuisiner. Il est en train de chercher dans le fric. Bon, moi je vais prendre ma douche, hein, Tanguy. Il est en train de... Je suis perturbé. Il est en train de chercher à bouffer. Maxime, laisse-la aller dans la douche tout seul. C'est la pire coloc de tous les temps. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, arrêtez vos conneries, on s'en va. Parce qu'il y a Au Axel revoir, qui fait des patchs chez Tanguy, je précise, parce que ça paraît bizarre. Vous me détruisez, vous me déprimez.